Mon frère, San Francisco, né quelque part en bas là-bas, passé ma route, ou l'homme au bouquet de fleurs, on a tous une chanson dans notre vie de Maxime Le Forestier. Dans Brassens et moi, il raconte son histoire avec le poète dont on célèbre le 100e anniversaire. Bonjour Maxime Le Forestier. Bonjour Nicolas. Je suis ravi de vous rencontrer. Merci d'avoir accepté mon invitation. La première question que j'ai envie de vous poser après avoir lu ce très beau livre, c'est qu'est-ce qui vous a conduit vers la musique? Parce que bien avant votre attirance pour Brassens et ces partitions que vous achetez de chansons de Brassens, vous avez déjà l'envie de musique dans votre vie? Oui, c'est familial. Ça, ma sœur aînée, Anne, était... mes parents ne sont pas du tout musiciens, mais Anne avait été repérée pour avoir l'oreille absolue, c'est-à-dire la mémoire des hauteurs de notes. Donc c'était un don particulièrement précieux. Et donc elle avait intégré un cours de solfège de très haut niveau. Et comme ma mère avait personne pour me garder, ni moi ni ma sœur Catherine, les jours de cours de solfège, on traversait Paris et je jouais sous le piano d'Yvonne Desportes avec mes petites voitures et mes petites bêtes. Et puis un jour, elle m'a sorti de sous le piano, elle m'a assis à côté d'elle, puis elle m'a appris à lire. Et c'est comme ça que ça s'est fait. À 16 ans, vous rencontrez Georges Moustaki. Oui. Dans quelles circonstances? On jouait avec ma sœur Catherine, on avait un duo. Et on jouait dans un petit cabaret de la rue des Bernardins qui s'appelait Chez Bernadette, où les artistes qui faisaient leur tour de chant dans les cabarets de la rive gauche venaient terminer la soirée et manger. Et il y avait donc Moustaki qui chantait là. Et il y avait un plongeur, un type qui faisait la vaisselle, qui était tout à fait particulier, puisqu'il s'appelait Coluche. 7 ans après avoir découvert Brassens grâce à ses partitions, vous le rencontrez. Quel souvenir gardez-vous de cette première rencontre avec lui? Bon, ça a été bref, hein. C'était la répétition de son de Bobino. J'étais extrêmement heureux de le rencontrer et de lui serrer la main pour la première fois. Mais il avait autre chose à penser que communiquer avec un mec de première partie. Néanmoins, vous ne vous êtes pas quitté, vous avez continué à vous voir régulièrement. Oui. Régulièrement, non, mais de temps à autre, oui, on s'est... d'abord tous les soirs à Bobino pendant les 3 semaines de mon contrat, et puis après il m'a invité à déjeuner chez lui, et puis il m'invitait quand ils avaient besoin d'un jeune chanteur dans une émission de télé, un truc comme ça. Qui était-il pour vous? Dans ce livre, vous écrivez qu'il n'était ni un ami, ni un père. Oui, ni un modèle, ni un maître, ni rien. C'est quelqu'un c'est un orienteur, c'est quelqu'un qui a orienté ma vie sans le savoir. C'est beau ça. Oui. Vous dites sans le savoir. Non, on ne sait pas. Vous n'avez pas eu l'occasion de lui dire l'importance qu'il avait eue dans votre vie? Non, mais je pense qu'il le savait quelque part. Oui, je pense aussi. Oui, bien sûr. Vous racontez dans ce livre que jeune homme, vous avez eu un coup de cœur pour J'entends siffler le train de Richard Anthony. Qu'est-ce qui vous a séduit dans cette chanson? La mélodie. La mélodie, et puis... Mais c'est la version de Richard Anthony, je ne connaissais pas encore la vraie belle version de 500 Miles par Peter Paul and Mary. C'est un traditionnel américain qui est magnifique. Mais je pense que c'est la mélodie qui m'avait séduit. Oui. On apprend que vous avez suivi le cours Florent pour étudier l'art dramatique. Néanmoins, j'imagine que vous n'avez jamais eu envie de devenir comédien. Non, mais j'ai quand même tourné un film, et quand j'ai vu le film, je me suis dit, je ne serai jamais comédien. Qu'est-ce que vous y avez appris au cours Florent? J'y ai appris pas mal de choses. J'ai appris le vocabulaire de scène, passer, remonter, descendre.
J'y ai appris, j'y ai rencontré des amis. J'ai rencontré Jacques Weber. J'y ai appris des textes par cœur, ça entraîne la mémoire. Mais j'étais pas déjà chez Florent, j'étais déjà chanteur. Vous avez appris à avoir davantage confiance en vous aussi? Non, ça j'avais. Le manque de confiance est arrivé beaucoup plus tard. Mais À quel moment, si ce n'est pas indiscret? c'est arrivé vers 28, 30 ans, oui. C'est quand j'ai commencé à douter. Non, chez Florent, je doutais de rien. Votre chanson San Francisco, qui est un de vos classiques, fête ses 60 ans. Comment est-elle née cette chanson? Elle est née en Belgique en fait, enfin l'origine, au festival de Spa, où j'accompagnais ma sœur dans sa chanson Au pays de ton corps. Puis on sortait le soir et un soir on rencontre un comédien belge qui s'appelait Luc Alexandre. Et on bavarde avec lui et il nous dit mais c'est pas ici que vous devez être, c'est en Californie, c'est à San Francisco. Et il nous donne l'adresse de la Maison Bleue. Comme Catherine gagne le festival de Spa et qu'il y avait une somme d'argent qui correspondait tout à fait à 2 allers-retours San Francisco-Paris, on est parti, on est arrivé à la Maison Bleue avant Luc. Et puis on est resté quelques semaines là. Et quand on est rentré, on correspondait. Enfin, c'était tous des artistes, les habitants de cette maison. Et moi, je leur ai écrit cette chanson que je leur ai envoyée sur bande. Lui avait déjà été à San Francisco? Ah oui, il vivait là-bas, lui. Oui. Mais il était revenu en Belgique pour renouveler son visa. Vous chantez les hippies, mais vous ne l'avez jamais été? Non. Non, j'aimais les hippies, j'aimais beaucoup. Mais moi, j'étais chanteur. Quel rôle est-ce que ce jeune homme a joué dans votre vie? Luc, Oui. le rôle d'un orienteur aussi, pareil. Il m'a envoyé sur un truc qui a vraiment impacté ma vie. Vous avez de ses nouvelles? Vous savez ce qu'il est devenu? Il est mort du sida en 1993, je crois. C'était un homme qui était plein d'humour et qui était extrêmement snob. Et quand il m'a appelé 10 ans avant sa mort, quoi, pour m'annoncer qu'il avait le sida, il m'a dit « Mais de toute façon, le sida, il faut l'avoir maintenant parce que dans 2 ans, tout le monde l'aura. » C'était un homme d'un humour absolument dévastateur. Qu'avez-vous ressenti en apprenant sa mort? On n'était pas loin. Hein. Je l'avais présenté à Weber quand il est revenu en France pour que Weber lui fasse faire du théâtre et on l'a accompagné. On l'a accompagné jusqu'à sa mort. Oui, vraiment, c'était un point aérien de caviar parce que la bouffe de l'hôpital était dégueulasse. Donc Weber et moi, on lui achetait du caviar. Et je me souviens d'un jour, un rendez-vous, il y avait Weber, moi et la merveilleuse Toubib qui était chef de service à l'hôpital Bichat. Et Jacques prend son ton de directeur de théâtre et il dit « Madame, il va mourir, mais on ne peut pas le laisser mourir à l'hôpital. Et alors il jouait, parce que Jacques lui mettait toujours un petit rôle selon sa santé, quoi. Et il jouait, je crois, dans Le Misanthrope, mis en scène par Jacques avec Emmanuel Béard. Il avait un rôle minuscule. Hein. Et Jacques disait, mais j'envoie une ambulance, je vous le prends, je vous le ramène, etc. Et la Toubib a été formidable. Elle m'a dit, il y a encore un truc que je veux vérifier, laissez-moi 2 jours, et après il est à vous.
Et c'est ce qui fait que dans les derniers jours de sa vie, Luc a pu jouer au théâtre. À San Francisco, vous avez 18 ans. Non, j'ai 22. De quoi rêvez-vous alors? Je sais pas. Je me souviens pas. Déjà de faire carrière ou bien c'est quelque Ah chose oui, de toute façon, oui. auquel vous ne rêviez pas? Ah non, c'était un truc tout à fait sur les rails. La fameuse Maison Bleue appartient à un couple de femmes qui sont mariées, qui élèvent Oui. 5 enfants et 9 chiens. Oui. Que vous ont-elles dit sur cette maison qu'elles habitent aujourd'hui, puisque vous les avez rencontrées? Elles m'ont dit que l'agent immobilier leur avait pas menti, puisqu'il avait essayé de faire monter le prix en disant qu'il y avait un Français qui chantait cette maison, mais ça n'avait pas marché. Voilà, c'est tout. Mais la maison avait énormément changé depuis. Comment avez-vous vécu le succès? Au début, je n'en suis pas aperçu. Les 2 premières années, je n'en suis pas aperçu. Et après? Après, ça a été plus difficile parce que le succès, ça va, ça vient. Donc, mais ça va, je m'en suis toujours assez bien sorti. Après votre premier album, vous faites donc cette rencontre capitale avec Georges Brassens. Qu'avez-vous appris à ses côtés? J'ai appris les bienfaits du minimalisme. J'ai appris... Qu'est-ce que j'ai appris? J'ai appris l'importance du... Non, ça je le savais déjà, l'importance du texte dans les chansons. Mais c'est ça, le minimalisme, oui. Vous êtes un minimalisme dans votre vie, vous aussi? Moi, ce que j'aime bien, vous savez, j'ai fait beaucoup d'équitation dans ma vie. Et j'étais un élève de Nuno Oliveira, qui était un écuyer portugais. Et minimum d'aide pour maximum d'effet. Les aides, c'est les mains et les jambes. Donc servez-vous un minimum de tout ça, et votre cheval va vous porter. Va s'exprimer. Et Brassens, c'était ça, quoi, un demi-sourire et les yeux qui se baissent avant une incongruité quelconque, et la salle était immédiatement prise. Il n'y avait pas besoin de faire des grands gestes. Vous avez une chanson préférée? Non. Dans son répertoire, non? Non. Vous chantiez à Bobino le soir où vous avez appris sa disparition, comme tout le monde. Qu'avez-vous ressenti à ce moment-là, alors que vous deviez assurer le spectacle? J'étais très triste, j'étais un peu... vous savez, quand vous avez un événement comme ça qui vous atteint de façon privée, qui vous atteint au cœur, mais en même temps c'est un personnage public, donc il y a des journalistes, il y a des gens de télé, tout ça. C'est assez difficile à gérer, ça. Parce que moi j'étais vraiment profondément triste. Le festival de Spa que vous évoquiez au début de cette interview, Oui. C'est votre rencontre avec la Belgique? Ou bien non. La Belgique est un pays que vous connaissiez déjà bien? La Belgique, la première fois que j'y suis allé, c'était avec Moustaki, je sais pas, je devais avoir 16 ans. Oui. Et puis je continue à fréquenter la Belgique avec une certaine assiduité, enfin moins depuis la pandémie. Mais enfin, j'ai quand même Philippe Lafontaine au téléphone tous les lundis matins à 10h30. Et malheureusement, j'ai plus Morane. Qu'est-ce qu'il vous dit, Philippe Lafontaine? On parle de tout, de rien, de choses et d'autres, de nous. Il faut le suivre, lui. C'est vrai. Oui. Qu'est-ce qui vous relie tous les deux? Et grâce à quoi êtes-vous devenus des amis? Ah, ça s'est passé à Montréal en 89 ou 90.
Ça fait déjà 30 ans, putain. Et j'étais en tournée de promotion pour Né quelque part. Et lui, son Cœur de loup cartonnait, mais même sur les radios anglophones, quoi. C'était vraiment un succès total. Un raz-de-marée. Un raz-de-marée. Et j'apprends qu'il devait arriver à Montréal. Donc j'étais content. Mais... Alors, pendant le voyage, il avait dû boire un coup quand même. Et il y avait, avant qu'il arrive, mais je pense que son éditeur québécois ne l'avait pas prévenu, il y avait un scandale au Québec à propos de cette chanson, parce qu'il y a une phrase qui dit « La victime est si belle et le crime est si gai ». Et des féministes québécoises y avaient vu une incitation au viol, donc ça avait de très très loin dépassé le stade de la presse spécialisée dans le monde du spectacle. Vous voyez, c'était... Il y avait des trucs de boycott, enfin... Bon, alors il arrive à l'aéroport, là il y a des journalistes, mais vraiment qui n'étaient pas là pour la promo, et qui lui posent cette question, lui, un peu fait, et pas prévenu, dit, je sais pas, j'ai pas mis ça dans ma chanson, mais je suppose que si des gens le voient, c'est qu'ils ont sans doute envie de se faire violer. Là, je me suis dit, ah oui, il faut que je le rencontre. Alors après, il a passé évidemment une semaine à ramer pour rattraper cette chose. Et on s'est retrouvés à Montréal et on ne s'est jamais lâché. C'est une chanson que vous aimiez déjà et que vous aimez toujours, Cœur de loup? C'est pas la seule chanson de La Fontaine que j'aime. J'ai aimé les folklores imaginaires, j'ai aimé Célia Fay, la comédie musicale qu'il a écrite pour sa petite fille. J'ai aimé beaucoup de chansons de La Fontaine, hein. Beaucoup. Et puis j'aime le bonhomme, j'aime le personnage, j'aime cette fidélité au rite. Il adore les rites. C'est pour ça le lundi matin à 11h30 depuis 30 ans. Hein, c'est très très rare que l'un des deux manque à l'appel. Ouais. Vous êtes aussi très ami avec un autre Belge, Salvatore Adamo? Pas très ami, non, on s'est croisés, mais je suis pas... pas autant qu'avec La Fontaine et Morane, alors? Non, ouais. Et Guibert Narcadière, le chirurgien, qui est un des hommes les plus admirables que j'ai rencontrés dans ma vie. Quoi. Il m'a emmené au Cambodge avec Médecins sans frontières. Et là, il rêve de m'emmener à Panzi, chez le docteur Mukwege, qui répare les femmes violées. Parce que c'est Guibert qui a beaucoup travaillé avec Denis Mukwege pour résoudre ces problèmes épouvantables. Mais c'est un homme... Vous savez, il y a des gens comme ça, on est content de les connaître. C'est vrai. On est même fiers. Et on est tellement content de les connaître qu'on ne cherche plus à savoir pourquoi. Oh si. si. Souvent on le sait. Oui, on le sait. On ne doit pas chercher, c'est ça que je veux dire. On ne doit pas chercher, oui. Ça s'appelle une évidence. Oui. La Belgique est un pays qui compte dans votre vie. Oui. Pour quelles autres raisons que ces belles amitiés? Ils ont toujours eu un an d'avance sur les Français. Par rapport à moi, à ma sœur, à moi, à ce que je faisais, ils ont toujours eu un an d'avance. Et comment est-ce que vous l'avez reçu, ça? J'ai constaté. J'ai constaté, je suis toujours content d'être en Belgique. Vraiment toujours. Je me souviens quand c'était quelle année 2000,
2002, je crois, quand Jean-Marie Le Pen est arrivé au deuxième tour. Philippe Lafontaine m'a appelé en me disant « mais je souhaite que Jean-Marie Le Pen passe comme président, parce que comme ça tu viendras te réfugier chez moi. » C'était assez beau. Vous l'avez souvent au téléphone, mais vous lui rendez visite régulièrement aussi? Oui, c'est même réciproque. Quand il arrive à s'extraire de son cockpit, il vient quelquefois, souvent plutôt à la campagne qu'à Paris. Aujourd'hui, il paraît que vous êtes fan de Clara Luciani. Fan, non, mais je trouve qu'elle écrit bien et qu'elle a un timbre dans la voix qui est particulièrement émouvant. Et je trouve ça... bon, il y a La Grenade, évidemment, mais aussi Une drôle d'époque, une chanson qui s'appelle La drôle d'époque, qui m'a vraiment impressionné. Non, je trouve ça bien, mais elle n'est pas la seule. Hein. Il y a une explosion de femmes qui écrivent et qui chantent. Vous aimez Suzanne aussi? Suzanne, j'aime beaucoup, oui. Yel, j'aime bien. C'est dur de toutes les citer, mais... Est-ce qu'elle pourrait écrire pour vous? Ou est-ce que vous pourriez écrire pour elle? Non. Non? Non, parce qu'elles écrivent très bien toutes seules. Ça c'est vrai. Oui, et que moi je m'en sors pas mal non plus. Mais bien sûr. Quels souvenirs gardez-vous de votre enfance? Il y en a plein, hein. Ça dépend de la période. Mais... Étiez-vous heureux? Oui, pourquoi pas. Ouais. Je ne sais pas, vous êtes le seul à pouvoir me le dire. Non, ça allait. Ouais. De quoi rêviez-vous alors? Je suis incapable de vous le dire. Certains rêvent d'être boulanger, d'autres de parcourir le monde. Vous n'aviez pas encore d'envie ou de rêve? Non. Je me souviens que mon père, qui était très fort en mécanique, m'avait initié au mécano et qu'il m'avait appris les rapports d'engrenage, ces choses-là, les forces. Mais j'adorais ça. Et à l'adolescence, quel jeune homme étiez-vous? À l'adolescence, j'étais assez turbulent parce que il y a eu un grand déséquilibre à un moment où mes parents ont divorcé. Et là, je suis devenu relativement ingérable. Vous l'avez mal vécu, le divorce de vos parents? Vous n'y étiez pas préparé? Si, j'y étais préparé, bien sûr. Mais je me suis aperçu plus tard que c'était sans doute la cause du désordre. Quelle vision est-ce que ça vous a donné de la vie et de l'amour? Je ne sais pas répondre à ça. Hein. En tout cas, ça n'a pas enlevé la confiance que vous aviez entre les êtres qui s'aiment. Non. Non. Non, mais j'ai mis du temps à comprendre ce qui s'était passé entre ces deux êtres, quoi. C'était au début, on pense que les parents, c'est les parents, et puis après, on sait que c'est un homme et une femme qui se sont rencontrés, qui se sont aimés ou pas, et qui se sont séparés. Vous avez 2 sœurs. Oui. Quelle relation avez-vous avec elles? Avec l'aînée, je n'ai plus de relation, puisqu'elle est malheureusement décédée l'année dernière. Anne, qui était la surdouée de la musique. Et avec Catherine, on s'appelle de temps en temps. Elle vit loin de vous? Non, elle vit à Paris. Mais c'est une de ses filles qui vit près de Toulouse, une autre qui vit à Créteil. Enfin, voilà. Puis, mais j'ai un frère aussi, un demi-frère, qui
qui est anglais. Et avec qui vous êtes en contact aussi? Oui, 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 oui. Oui, on s'appelle, on se fait des FaceTime. J'ai cité en début d'entretien quelques-unes de vos chansons. Dans ma vie, l'une compte plus que d'autres. L'homme au bouquet de fleurs. Oui. Pouvez-vous m'expliquer comment cette chanson est née dans votre vie? Alors, c'est Pierre Palmade. Oui. À une époque de sa vie, Pierre sortait énormément. Et quand il rentrait chez lui vers 10h du matin et qu'il ouvrait son carnet de téléphone, c'est là qu'il devenait dangereux, parce qu'il était capable d'appeler n'importe qui. Hein, le maire de Paris, le président de la République. Et un jour, donc à 10h du matin, je reçois un coup de fil de Pierre, et j'ai l'impression qu'il devait avoir 2 Maximes dans son truc, et qu'il a appelé le mauvais. Mais comme c'est un garçon très bien élevé, très poli, très courtois, très adorable, je pense qu'il a immédiatement inventé une raison de m'appeler. Donc j'ai dit allô, ça te dit quelque chose, un homme dans la rue avec un bouquet de fleurs? Et puis bon, voilà, la conversation s'est terminée assez vite. Et je me suis dit, mais... Parce qu'au début, je ne pensais pas que c'était une erreur comme ça. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il veut me dire par là? Alors bon, je dis, ben, je vais lui répondre par une chanson, déjà, ce que ça me raconte. Ça. Voilà, c'est comme ça qu'elle est née. Et après? La suite de l'histoire, qui ne vient pas de lui, alors? Ben oui. Oui, bien sûr. Bien sûr. Mais il était préoccupé par le fait que j'ai mis un humain qui porte un bouquet de fleurs. Lui, il voulait que ce soit un homme. Et alors, pourquoi avez-vous choisi ce mot-là plutôt que l'autre? Parce que c'est pas genré. C'est important pour vous d'être attentif à cela? Ah non, et bien des années avant, oui, avant qu'on évoque régulièrement ce sujet dans les médias? Oui, oui, bien sûr. Bah, c'était non, c'était pour sur ce sujet-là précis. Je me disais, mais c'est un être humain, quoi, qui passe avec un bouquet de fleurs. C'est pas le fait que ce soit un homme ou une femme, c'est un être humain. Quel regard portez-vous sur votre vie lorsque, ensemble, nous feuilletons le livre de votre vie? Un regard plutôt, ça dépend. Quelquefois c'est assez sévère, quelquefois c'est assez indulgent. Enfin, je trouve que j'ai eu beaucoup de chance. C'est surtout ça. Oui. Ça, vous le dites souvent? Oui. Oui, oui. Comment vivez-vous le temps qui passe? Normalement. Enfin, je ne sais pas ce que c'est la norme, mais... Certains vivent plus ou moins bien les années qui passent. Non, ce qui est emmerdant dans le fait de vieillir, c'est physique. C'est de plus courir, de plus... Autrement, bah, c'est obligatoire. Hein. La mort vous fait peur? Pour l'instant, non. Comment envisagez-vous la suite? Ça va dépendre de ma santé, ça va dépendre de plein de trucs. Hein, mais... J'étais ravi de partager ce moment avec vous, de vous rencontrer. À bientôt. Merci à vous de nous suivre, de plus en plus nombreux. Je rappelle que votre livre, Maxime Le Forestier, Brassens et moi, est paru aux éditions Stock. Merci de partager cette vidéo, de la liker, de la commenter. Prenez bien soin de vous et à bientôt.